Oui, donc Hugo pour la gauche républicaine et socialiste, et j'aurais tendance à tirer un constat un peu moins positif. J'appuie peut-être là où ça fait un peu mal, mais je suis plutôt d'accord avec le politiste Gaël Broussier quand il dit que ces municipales-là, elles ont aussi été l'occasion de montrer que la gauche est dans une triple impasse. Une impasse pour nos différents partis, notamment pour Europe Écologie Les Verts, qui reste encore sur des zones très urbaines, sur un électorat très CSP+, et qui n'est pas encore en capacité justement de montrer qu'il peut exister une écologie populaire. Une impasse de la social-démocratie européenne qui est sur le déclin et que subit en fait encore le Parti socialiste, et qui est un parti donc qui s'est cantonné à un socialisme municipal sans montrer vraiment un projet qui puisse paraître suffisamment clair au niveau national. Et enfin, une troisième impasse qui est celle de la France insoumise, qui n'a pas encore réussi à transformer la victoire, c'est une victoire, le score qu'a fait Jean-Luc Mélenchon en 2017, sur les élections intermédiaires, et notamment sur ces municipales. Donc à partir de ce constat-là, par contre, il y a quand même une éclaircie qu'on peut démontrer, et c'est là que je serais d'accord justement avec ce qui a été dit avant, que les listes d'union de la gauche et des écologistes ont quand même fait des scores beaucoup plus honorables, voire vraiment meilleurs que les listes qui ont voulu partir, on va dire, en solo et de manière éparpillée. Ensuite, il y a encore, je serais aussi d'accord avec ce qui s'est passé à Marseille, notamment le constat de Sophie Camard, qui considère que cette victoire-là de l'union de la gauche et des écologistes, elle se fait encore sans les forces populaires, sans les quartiers populaires, où à Marseille, 90% des quartiers populaires se sont abstenus pendant ces municipales. Oui, merci. Tout d'abord pour dire qu'à la gauche républicaine et socialiste, justement, on s'est construit sur l'idée qu'il fallait renouveler l'idée de Front populaire, reconstruire un nouveau Front populaire pour le XXIe siècle qui soit un Front populaire social et écologique. Donc déjà, c'est un projet qu'on porte depuis longtemps et que moi j'essaie de porter aussi au niveau de Résilience commune. Et on s'est construit sur une autre idée qui est assez fondamentale pour moi et qui consiste à dire que le projet de construire un peuple, fédérer le peuple, et l'idée d'union de la gauche et des écologistes ne sont pas du tout des projets contradictoires. Ils sont même des projets complémentaires, voire, j'irais dire, jusqu'à dialectiques, au sens où ce sont des débats qui sont relativement anciens, que l'on retrouve déjà au moment du programme commun, que l'on retrouve déjà dans la rhétorique de Maurice Thorez quand il parle d'être le candidat du peuple de France. Donc l'idée de regrouper les forces populaires, de faire du peuple un sujet historique et en même temps de lier les organisations politiques entre elles, c'est un débat relativement ancien et qu'on a à trancher à nouveau ici, mais sans mettre une frontière entre ces deux projets. Au contraire, il faudra essayer de les lier un maximum, dans la mesure où justement quand on regarde les expérimentations politiques et sociales qui ont été menées tout le long du XXe siècle, quand on regarde les années Mitterrand, quand on regarde Jospin ou même le quinquennat de François Hollande, l'une des principales causes qui ont mené justement à la remise en cause de ces projets de transformation sociale et écologique de la société, c'est la désarticulation entre le mouvement de masse et l'action du gouvernement. La désarticulation entre le mouvement d'en bas et le mouvement d'en haut. Et je ne pense pas qu'on puisse se revendiquer de gauche et faire une action gouvernementale de gauche sans avoir l'appui des forces populaires derrière, et d'une certaine partie aussi sans l'appui des forces de jeunesse. Donc c'est des débats stratégiques qui sont relativement anciens, et on aurait tout intérêt justement à se remémorer les différentes expériences politiques et sociales qu'il y a eu avant pour comprendre quelle stratégie politique de conquête du pouvoir on peut avoir pour 2022. Et le sujet qu'on aimerait aborder avec vous aussi, c'est cette question-là. C'est en quoi la jeunesse aujourd'hui, elle peut avoir une fonction particulière et en quoi il y a peut-être une spécificité de cette, on l'a appelé la génération climat. C'est peut-être simpliste parce que ça ne correspond pas à une classe d'âge. Une classe d'âge n'est jamais uniforme, ni sociologiquement, ni en termes de mobilisation politique. Mais il y a quand même ce langage commun, cette vision commune et surtout cette inquiétude commune par rapport à un avenir qui, pour nous, est davantage une menace qu'une promesse, quoi. Donc là-dessus, est-ce que peut-être Hugo, tu pourrais commencer ? Oui, je partage totalement d'abord le constat qu'a fait Léonore sur les pratiques militantes, etc. Et pour revenir sur le thème de la jeunesse, à nouveau, je suis d'accord aussi avec Claire quand elle dit que ça n'est pas une catégorie sociale totalement homogène, au contraire, c'est une catégorie très hétérogène.
mais c'est une catégorie qui a été travaillée comme sujet politique par les différentes organisations politiques pendant quasiment 2 siècles. Et qui fait que nous, la jeunesse, nous comportons encore comme un sujet politique à part entière. L'exemple par excellence, c'est l'exemple de mai 68. La génération climat, c'est une autre manière de nous former en tant que sujet politique sur ce 21e siècle-là. Et à nouveau, comme le disait Léonore, nous, on ne part pas avec un horizon d'émancipation qui est devant nous, et presque l'idée qu'on doit freiner la catastrophe qui vient et en quelque sorte de prendre le pouvoir quasiment par nous-mêmes, quoi. Donc on voit à quel point la jeunesse a pu se mobiliser sur les combats antiracistes, les mobilisations pour le climat ces derniers temps. Et moi j'aimerais bien aussi revenir, que ce soit sur l'expérience de résilience commune et sur le rôle de la jeunesse dans les organisations politiques. Elles sont beaucoup décriées, ces organisations politiques, et à raison, elles sont des appareils d'inertie qui bloquent aussi beaucoup de choses de manière générale, mais bon, ces organisations-là, elles sont nécessaires pour la médiation politique. On ne peut pas, il y a un risque bureaucratique dans toutes ces organisations, et le seul moyen finalement de lutter contre ce risque-là, c'est de renouveler ces pratiques militantes, de renouveler les militants, et du coup de faire appel finalement à la jeunesse, en grande partie. Et c'est ce qu'on essaie aussi de porter à Résilience Commune, en étant une plateforme qui lie, ça va des jeunes ELV jusqu'à UEC. On essaie justement de se créer une culture politique commune et un dialogue commun. Et comme le disait même avant Claire, on a un constat commun sur énormément de choses. Et on a une capacité peut-être à renouveler le débat d'idées de manière un peu plus intéressante et même à faire appel à des modes d'expression politique peut-être plus innovants aussi. Je vais m'arrêter là pour la jeunesse, mais en tout cas, moi j'aimerais qu'on retienne le fait qu'elle doit être présente dans les organisations politiques et que ça ne peut pas passer que par des mobilisations extérieures à ces organisations.